Adam Smith est un philosophe et économiste écossais né à Kirkcaldy, une ville écossaise. La date de naissance d'Adam Smith n'est pas connue avec précision, mais on suppose qu'elle corresponde à la date de son baptême qui est le 5 juin 1723. Son père est un contrôleur des douanes, meurt la même année de naissance d'Adam Smith. Et donc Adam Smith sera élevé par sa mère avec laquelle il restera très proche. À l'âge de 14 ans, il est envoyé à l'université de Glasgow où il va étudier la philosophie morale et politique, un cours donné par le philosophe irlandais Francis Hutcheson. 3 ans plus tard, en 1740, il obtient une bourse pour aller étudier la théologie à l'université d'Oxford, où il va prendre goût à l'étude de la philosophie, surtout après avoir lu le traité de la nature humaine du philosophe écossais David Hume. Ce n'était pas à l'époque un livre très connu, ou bien il était très négligé et moins recommandé. Adam Smith retourne à Kirkcaldy à la fin de 1747 et il y reste 2 années pendant lesquelles il continue de lire et d'étudier. Il commençait à donner des cours avec succès à Édimbourg en rhétorique et en droit, et ça en 1750 et 1751. Et par la suite, il devient de plus en plus connu et l'université de Glasgow lui propose un poste de professeur de logique et de rhétorique avant d'être nommé comme professeur de philosophie morale en 1752. Et 7 ans plus tard, il publie son premier livre, La théorie des sentiments moraux, en 1759. Dans ce livre, Adam Smith développe une explication des comportements humains basée sur ce qu'on appelle la sympathie, c'est-à-dire la capacité que chacun peut partager les sentiments d'autrui. En d'autres termes, il y a un échange qui se passe entre les individus qui fait en sorte qu'on se met à la place de l'autre pour comprendre sa situation sentimentale. Et dans ce livre, il développe un concept qui explique la formation de nos jugements sur nous-mêmes. Ce concept est celui d'un spectateur idéal et impartial. Pour Adam Smith, chaque individu est accompagné par son spectateur idéal et impartial. Et ce spectateur idéal et impartial guide notre comportement moral. Il s'agit tout simplement du sentiment qui nous accompagne pour approuver ou désapprouver notre conduite morale. Et ce spectateur idéal se forme du regard que nous avons, de la perception d'autrui, de nous-mêmes. Ce premier livre d'Adam Smith a connu un succès important à son époque, mais ce que l'histoire gardera plus de lui, c'est le deuxième livre, à savoir La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. C'est un livre publié en 1776. Ce livre est abrévié dans la plupart des références par simplement La richesse des nations. Adam Smith, dans son livre La richesse des nations, il va développer plusieurs concepts. La plus connue est sa métaphore de la main invisible. Selon cette métaphore, les individus, en poursuivant leur intérêt personnel, il y a une petite faute ici, participe avec un seul P, participent à la réalisation de l'intérêt général. Cette notion de main invisible d'Adam Smith a donné lieu à plusieurs interprétations différentes, car on peut voir en cela une mise en valeur de l'égoïsme qui consiste à favoriser en fait la recherche de son intérêt personnel sans prêter aucune attention à l'intérêt général de la société. Mais cela représente une mauvaise compréhension de la main invisible telle que Adam Smith la présente dans ses œuvres. Tout d'abord, dans cet ouvrage, Adam Smith essaye de capter en fait ce qui est et non pas ce qui devrait être dans la société. Et la différence entre ces deux postures est simple. Dans le premier cas, on est dans une logique scientifique des choses, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer un phénomène en étant indépendant et neutre de l'aspect moral de la chose. Et dans le deuxième cas, on est plus dans la morale,
c'est-à-dire de dire ce qu'il faut faire et ne pas faire dans la société. Je vais vous présenter les passages où Adam Smith parle de la main invisible. Je vais commencer d'abord par le premier livre de Adam Smith, qui est La théorie des sentiments moraux. C'est important dans ce cadre de vous rappeler le concept de spectateur impartial que Adam Smith développe dans ce livre et qui est censé fournir une explication de la conduite morale des hommes en société. On va voir alors de quelle manière Adam Smith présente la main invisible dans ce passage. Le produit du sol fait vivre presque tous les hommes qu'il est susceptible de faire vivre. Les riches choisissent seulement dans cette quantité produite ce qui est plus précieux et le plus agréable. Ils ne consomment guère plus que les pauvres et en dépit de leur égoïsme et de leur capacité naturelle, quoiqu'ils n'aspirent qu'à leur propre commodité. Quoique l'unique fin qu'ils se proposent d'obtenir du labeur des milliers de bras qu'ils emploient soit la seule satisfaction de leur vain et insatiable désir, ils partagent tout de même avec les pauvres les produits des améliorations qu'ils réalisent. Ils sont conduits par une main invisible à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait eu lieu si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants. Et ainsi, sans le vouloir, ils servent les intérêts de la société et donnent des moyens à la multiplication de l'espèce. Avez-vous compris quelque chose? Ça a l'air très puissant comme argumentation. La première remarque à faire dans ce passage, c'est que ici, il parle du produit de la terre comme source de la richesse dans la société. Cette idée que la terre est la seule source de richesse vient des physiocrates qui précèdent Adam Smith et qui voient dans la terre la seule source de la richesse. Et donc, on voit déjà l'influence de l'époque précédente sur la réflexion d'Adam Smith. Mais cette idée chez Adam Smith va se développer par la suite dans le deuxième livre et arriver à la conclusion que le seul facteur de richesse, c'est le travail. En fait, ici, Adam Smith souligne que les riches ne consomment pas plus que les pauvres, mais simplement ce qu'ils choisissent de consommer est plus précieux et agréable. Et là, il souligne que le fait de faire travailler les autres, c'est simplement pour l'unique fin égoïste de satisfaire leurs insatiables désirs. Et malgré leur but, c'est simplement la satisfaction de leurs désirs, ils partagent quand même indirectement avec les pauvres les différentes améliorations qu'ils réalisent. Et c'est de là que ça vient cette notion de la main invisible. C'est-à-dire qu'ils sont conduits, là on parle des riches, par une main invisible, une volonté qui les dépasse, à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait pu être obtenue si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants. Ainsi, sans le vouloir, et ce sans le vouloir est très important pour comprendre la notion, ils servent les intérêts de la société et donc donnent les moyens de la multiplication de l'espèce. On va voir un autre passage dans le deuxième livre. On va lire ce passage et on va essayer de comprendre cette notion de la main invisible chez Adam Smith. Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le produit annuel de son industrie. Ou plutôt, c'est précisément la même chose que cette valeur échangeable. Par conséquent, puisque chaque individu tâche le plus qu'il peut, premièrement, d'employer son capital à faire valoir l'industrie nationale, et deuxièmement, de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible. Chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention en général n'est pas en cela de servir l'intérêt public. Et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société.
En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté. Et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible. Il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient dans leur entreprise de commerce à travailler pour le bien général aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les marchands et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. Et si Adam Smith souligne le fait qu'une industrie nationale cherche nécessairement à maximiser ses revenus annuels, mais en faisant cela, son intention n'est pas de servir l'intérêt général, mais en même temps, tout en poursuivant cet objectif naturellement égoïste, on produit de l'utilité et du bien pour toute la société. Et là, il parle de la concurrence qui vient de l'étranger par rapport à une industrie nationale. Cette industrie nationale, en cherchant le succès, en faisant mieux que l'industrie qui vient de l'étranger, elle ne cherche au final qu'une plus grande sûreté. Et toujours, même dans ce cadre, on cherche son propre gain. Et là, Adam Smith, il ajoute en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit, il parle du commerçant, par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et pour Adam Smith, cela peut profiter toute la société, et même d'une manière bien plus efficace que dans le cas où il avait l'intention de servir d'abord l'intérêt de la société. Et donc, en résumé, on peut dire que l'idée que des actions motivées par notre seul intérêt personnel peuvent contribuer à la richesse et au bien-être de toute la société. Et ça, c'est bien la notion qu'on peut garder de la main invisible. Et c'est bien cette idée qu'il y a quelque chose d'extérieur à la volonté des agents économiques qui va conduire en fait la plupart des économistes par la suite à réfléchir et penser aux différents mécanismes autorégulateurs du marché. Et c'est de là que ça vient en fait la loi de l'offre et de la demande, qui stipule que les prix sur le marché tendent à s'orienter vers des prix d'équilibre à la suite de la confrontation de l'offre et de la demande. Une deuxième notion importante chez Adam Smith, c'est celle de la division du travail. Il s'agit tout simplement du fait que si on donnait à chaque individu une tâche bien précise dans la société, alors la production totale de la société sera améliorée. En d'autres termes, au lieu de donner à ces individus dans la société, par exemple, la même tâche à faire pour produire ce qu'il y a à produire, va avoir moins d'impact au niveau productivité de la société que si on leur donnait à chacun sa spécialité dans la société. Tout d'abord parce que plus on se spécialise dans une tâche bien précise, plus on la maîtrise davantage. Et donc on devient en quelque sorte plus rapide et plus efficace dans l'exécution de la tâche en question. Et cela dans nos sociétés actuelles semble être clair et très évident. Mais cela n'était pas aussi clair auparavant. Et pour Adam Smith, ce qui explique la division du travail, c'est bien l'échange entre les individus. Et l'échange entre les individus, c'est quelque chose de naturel qui a toujours existé. Et dans ce cadre, j'aimerais bien vous lire un passage intéressant dans le livre La richesse des nations. Cette division du travail, de laquelle découle tant d'avantages, ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui est prévue et qui a eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat. Elle est la conséquence nécessaire, quoique latente et graduelle, d'un certain penchant naturel à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d'utilité aussi étendues.
C'est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il attendait de leur seule bienveillance. Dans ce passage, on voit clairement que Adam Smith explique la division du travail non pas par une sagesse humaine, c'est-à-dire quelque chose de prévu et installé par les hommes, mais plutôt c'est quelque chose qui provient de la nature des êtres humains, qui les pousse à trafiquer, faire du troc et échanger. Et je peux ajouter ce passage que je trouve intéressant, qui représente la suite. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. Et puis il ajoute ce passage qui est très populaire chez Adam Smith. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'il apporte à leur intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Voilà, c'était un passage dans La richesse des nations de Adam Smith. On est toujours chez Adam Smith de cette présentation des phénomènes économiques qui se régulent au-delà de la volonté individuelle des êtres humains. C'est en fait de là que ça vient l'ambition de donner à l'économie le caractère de science, exactement comme ce qui se produit en sciences physiques par exemple, où on peut trouver des lois naturelles qui expliquent les différents mouvements dans la nature. Et c'est pour ça justement que on considère que Adam Smith est le père des sciences économiques. Je vais vous parler maintenant de la notion de valeur travail et travail commandé chez Adam Smith. En fait, en économie, la notion de la valeur peut être liée à deux choses différentes. Soit à l'utilité que procure un bien, c'est-à-dire son utilisation ou bien sa consommation en général, et on peut avoir un autre aspect par rapport à la valeur des biens, c'est leur faculté de permettre d'acheter d'autres biens. Et cette valeur, c'est bien ce qu'on indique par la valeur d'échange. Et dans ce sens, Adam Smith explique dans son livre qu'on peut appeler l'une valeur en usage et l'autre valeur en échange. La valeur en usage, ça vient de l'utilité que procure un bien. Et la valeur en échange, c'est sa faculté d'être échangé contre un autre bien. Et avec l'utilisation de la monnaie comme moyen d'échange, cette valeur en échange n'est rien d'autre que le prix sur le marché. Car on peut échanger ou bien comparer les différents biens sur le marché en fonction de leur prix. Mais ce que Adam Smith a remarqué, c'est que l'utilité d'un bien ne peut pas expliquer le prix sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation claire et évidente entre l'utilité qu'on va procurer d'un bien et son prix sur le marché. Et dans ce cadre, Adam Smith remarque qu'il y a quelques biens, comme l'eau par exemple, qui possèdent une valeur d'utilité très grande, alors que leur valeur d'échange ou bien leur prix sur le marché est très bas. Ou bien à l'inverse, on peut avoir d'autres biens, comme les diamants par exemple, qui ont une faible valeur d'usage, mais par contre une valeur d'échange très élevée. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que l'utilité d'un bien ne peut pas expliquer sa valeur d'échange sur le marché, ce qui serait autrement une situation parfaite. Car plus un bien est utile, plus sa valeur d'échange devrait être grande. C'est-à-dire son prix auquel on l'échange sur le marché est élevé. Et à l'inverse, un bien qui n'est pas très utile devrait avoir un prix très bas. Mais malheureusement, cela n'est pas toujours vrai. Et même dans le cas où on a une relation directe entre l'utilité et le prix d'un bien sur le marché, on aurait un autre problème, c'est que l'utilité en fait, c'est subjective. C'est-à-dire que l'utilisation d'un bien ne peut pas être comparée à l'utilisation d'un autre bien, ce qui poserait bien évidemment un vrai problème d'évaluation des différents biens sur le marché, car les différentes utilités des différents biens ne sont pas comparables entre elles. C'est pour cela que Adam Smith cherche à expliquer la valeur des biens par un autre moyen,
Et donc, Adam Smith arrive à la conclusion suivante: le prix réel de chaque chose, ce que chaque chose coûte réellement à celui qui veut se la procurer, c'est le travail et la peine qu'il doit s'imposer pour l'obtenir. C'est un passage pris de La richesse des nations d'Adam Smith. Pour schématiser et simplifier un petit peu ce passage, vous avez deux personnes par exemple. Le premier individu se spécialise par exemple dans la production des croissants et le deuxième individu se spécialise dans la production des frites par exemple. On va dire par exemple qu'en une heure, le premier individu produit 4 croissants et le deuxième individu produit en une heure 2 paquets de frites. Eh bien, pour Adam Smith, la valeur réelle de ces 4 croissants est égale à la valeur réelle de ces 2 paquets de frites. Et donc cet individu se spécialise dans la production des croissants. Pour acheter un paquet de frites, normalement, ça doit faire l'équivalent de 2 croissants de travail pour lui. Et donc, d'une manière abstraite, Adam Smith explique la valeur des choses, ou bien des différents biens et services sur le marché, par cette notion de valeur-travail. On peut donc effectuer cet échange entre ces deux individus, mais en passant bien sûr par la monnaie. C'est-à-dire que ce monsieur va vendre ces 2 croissants, et avec l'argent qu'il va avoir, il va acheter ce paquet de frites. Et la même opération va être effectuée par la deuxième personne. Donc, en résumé, pour Adam Smith, le prix réel des marchandises, c'est la valeur travail, c'est-à-dire la quantité de travail nécessaire pour produire un bien. Mais cette vision des choses va tout de suite se heurter à des problèmes. La première difficulté par rapport à cette notion, c'est la mesure du travail. C'est bien de mesurer tous les biens par le travail, mais ce travail même a besoin d'être mesuré également. Pour Adam Smith, essaye de faire du travail une référence absolue à laquelle on peut ramener la production de tous les biens sur le marché. Donc, ce qui permettra de justifier la valeur de toute chose. Mais cela pose problème parce que les travaux des uns et des autres ne sont pas homogènes, ou bien ils sont hétérogènes. Cela signifie que si vous prenez 2 individus, vous leur donnez d'exécuter une tâche, par exemple, fabriquer ce croissant, eh bien d'un côté, on va remarquer que le temps de travail n'est pas le même d'un individu à l'autre pour exécuter une même tâche. Et puis, on peut remarquer une différence de qualité de ce que va produire chaque travailleur. Donc ça, c'est la première difficulté. Et le deuxième problème, c'est que le travail n'est pas le seul facteur de production. Si je prends la production de ce même croissant, on peut citer généralement 3 facteurs de production. Vous avez le travail représenté par le salarié. Vous avez tout le matériel installé pour fabriquer ce croissant, qu'on appellera capital. Et on a également la terre ou bien la location de l'endroit où on fabrique ce croissant. Ce travailleur représente le facteur travail. Pour les économistes classiques, il y a 3 facteurs de production: le travail, le capital et la terre. Mais actuellement, on néglige la terre, on considère qu'il y a principalement 2 facteurs de production, le travail et le capital. Mais revenons à ce cas précis, la vente de ce croissant, ou bien la valeur ou le prix qui va être récolté à la suite de sa vente sur le marché, doit être partagé entre ces 3 facteurs de production. Le travailleur va prendre le salaire, le propriétaire des outils de travail va prendre un bénéfice et le propriétaire de la terre ou bien du local va prendre une rente, c'est le loyer. Et toute la difficulté pour Adam Smith, c'est comment intégrer ces 2 facteurs de production dans la notion du travail pour justement ramener la valeur de tout bien au seul facteur travail. Et cette question reste posée même pour les auteurs qui vont venir par la suite, surtout David Ricardo et Karl Marx. C'est de là que va naître petit à petit le courant marxiste qui va nier la contribution du capital à la valeur des biens et rentrer dans une idéologie de lutte de classe pour ramener ce bénéfice et l'intégrer dans le salaire car seul le travail produit de la valeur. Bien sûr, selon cette idéologie qu'on va voir plus tard.
Je vais revenir un petit peu à cette notion de travail commandé chez Adam Smith. Cette notion de travail commandé renvoie à l'idée que chaque marchandise, si je prends l'exemple de ce croissant, véhicule en lui une certaine quantité de travail qui a été nécessaire à sa production. Et pareil pour tous les autres biens sur le marché. Par exemple, ce croissant, on peut dire un quart d'heure, ce paquet de frites, c'est une demi-heure, et ainsi de suite. Et donc, en chaque produit, on a cette capacité de commander un autre produit équivalent en termes de travail. Par exemple, ces deux croissants peuvent commander ce paquet de frites. Je vais préciser quelque chose d'important par rapport à la théorie des prix chez Adam Smith. Tout d'abord, dans ce cadre, il faut bien préciser que la valeur et les prix ne représentent pas la même signification. La notion de la valeur, c'est ce qu'on pourrait appeler également le prix réel des choses. Alors que quand on parle de prix d'une manière générale, on parle tout simplement des prix pratiqués sur le marché. Il y a un prix pratiqué sur le marché, on l'appelle prix nominal. Et sur un marché, on pourrait très bien avoir des prix réels qui correspondent à des prix nominaux. Mais on pourrait très bien également payer quelque chose plus cher sur le marché que son prix réel. Et pour Adam Smith, ce qui identifie ce prix réel, on va dire dans l'état primitif d'une société, eh bien cela se détermine pour un produit donné par la quantité de travail dépensé pour fabriquer le produit en question. Si je prends l'exemple de ce pain, celui qui va fabriquer ce pain va exiger sur le marché un prix qui correspond globalement au travail dépensé pour la fabrication de ce pain. Mais dans le cas d'une société moderne, cette explication ne tient pas la route. C'est pour ça que Adam Smith a changé en fait sa vision initiale de la valeur pour essayer d'intégrer également les autres facteurs de production à part le travail. Car dans une société moderne, pour produire ce pain, on va identifier globalement 3 facteurs de production. Vous avez le travail, vous avez aussi le capital et on peut ajouter également la terre. Et donc la théorie de la valeur chez Adam Smith se heurte à ce problème d'avoir d'autres facteurs de production à part le travail pour produire ce pain. C'est pour ça que Adam Smith va s'orienter à une autre explication de la valeur. La valeur d'échange des marchandises n'est plus déterminée par le travail dépensé, mais plutôt par la quantité de travail que ces marchandises permettent d'acheter sur le marché. C'est ce que Adam Smith appelle également travail commandé. En d'autres termes, chaque produit sur le marché pour Adam Smith possède en lui une capacité d'acheter d'autres produits. Et chaque produit sur le marché véhicule en lui implicitement une quantité de travail. Et donc Adam Smith s'oriente plutôt vers cette notion de prix naturel, qui n'est rien d'autre que ce qu'il faut payer suivant leur taux naturel. Je reviendrai à cette notion de taux naturel et le fermage de la terre et les salaires du travail et les profits du capital employé à produire cette denrée, la préparer et la conduire au marché. En fait, ce prix naturel chez Adam Smith, c'est bien ce qu'on appelle actuellement le prix de revient, c'est-à-dire le coût total de la fabrication des marchandises. Alors je reviens à cette notion de taux naturel chez Adam Smith. En fait, ce taux naturel entre le fermage de la terre ou bien la rente, les salaires et les profits est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Sur le marché du travail, par exemple, s'il y a plus de demandes de travail que d'offres de travail, les salaires auront tendance à baisser. Et donc, leur taux naturel par rapport aux autres facteur de production sera moins important. Bien sûr, à l'inverse, si l'offre de travail est plus grande par rapport à la demande du travail, en d'autres termes, les travailleurs sont de plus en plus rares, alors les salaires auront tendance à augmenter. Et donc, la composition du salaire dans ce prix naturel sera plus grand. C'est-à-dire le taux des salaires sera grand par rapport à la rente et au profit. Et cette logique peut s'appliquer également par rapport à la terre et par rapport au profit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur des marchandises,
Si je prends pour illustration ce bien, ne se détermine pas uniquement par le travail dépensé pour sa fabrication, car il y a d'autres facteurs de production qu'on devrait intégrer dans la valeur de cette production. Et cela représente dans les travaux d'Adam Smith un véritable problème à résoudre. Et donc Adam Smith, avec la réflexion, lâche petit à petit cette référence au travail dépensé pour adopter une autre manière d'évaluer les biens sur le marché qui consiste à dire que chaque produit peut commander une certaine quantité de travail sur le marché et donc acheter d'autres produits sur le marché identifiés par une certaine quantité de travail permettant leur fabrication. C'est ce qu'on appelle travail commandé. J'ajoute une dernière réflexion d'Adam Smith par rapport au commerce extérieur. Dans ce cadre, il dit: si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelques parties du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelques avantages. Alors, pour faire simple, Adam Smith parle ici des avantages absolus. Avec des mots simples, la notion des avantages absolus chez Adam Smith repose sur l'idée que si vous avez par exemple deux pays, on va dire A et B, et que par exemple ces deux pays produisent du pain et du fromage, par exemple pour le pays A, on va dire que la production de ce pain coûte 1 euro, et pour produire ce fromage, ça coûte 1,50 €. Et pour le pays B, on va dire que pour produire du pain, il faut dépenser 2 euros. Et le fromage ne coûte qu'1 euro à le produire. Dans ce cas, on voit clairement que le pays B est meilleur dans la production du fromage. Ça lui coûte moins cher à produire du fromage par rapport à A. Et à l'inverse, A produit avec un coût moins important le pain que le pays B. Dans ce cas, selon les avantages absolus d'Adam Smith, vaut mieux que le pays B ne se spécialise que dans la production du fromage, et l'effort qu'il fait pour produire du pain va le faire pour produire plus de fromage. Et à l'inverse, le pays A va se spécialiser dans la production du pain. Le pays A va exporter du pain vers le pays B. Et à l'inverse, le pays B va exporter du fromage au pays A. Et pour Adam Smith, le fait de faire cet échange, eh bien, tout le monde va en sortir gagnant. En fait, dans ce cadre, Adam Smith ne représente que sa notion de division du travail, mais à l'échelle internationale. Si la division du travail permet pour Adam Smith, pour une entreprise, d'augmenter sa productivité, eh bien cette même logique peut s'appliquer au niveau international. Si chaque pays se spécialise là où il est très fort, eh bien la productivité au niveau international va se retrouver meilleure. Et l'échange international va permettre d'échanger l'excédent de production au niveau local vers l'extérieur.